La saison approche de plus en plus et aujourd'hui, on va continuer les previews de chaque division avant le début de la saison NFL 2026. Et aujourd'hui, on va parler de l'AFC Sud, une division qui me paraît très floue à lire parce que s'il y avait une vraie hiérarchie la saison dernière, l'intersaison a rebattu beaucoup de cartes pour toutes les équipes. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, je couvre la NFL pendant toute la off-season et on sera bien évidemment là pendant la saison régulière, donc pense à t'abonner pour ne rien rater. On commence donc avec l'AFC Sud, une division qui a connu une saison 2025 assez imprévisible avant le début de la saison. Les Jaguars ont surpris tout le monde pour terminer premier avec un bilan de 13 victoires pour 4 défaites. Les Texans, double champion en titre, ont terminé deuxième avec 12 victoires pour 5 défaites. Les Colts ont terminé troisième à 8 victoires pour 9 défaites, malgré un départ canon avec 8 victoires pour 2 défaites. Et finalement, seuls les Titans ont respecté les hiérarchies en terminant dernier avec seulement 3 victoires pour 14 défaites. Et la première équipe dont on va parler, c'est justement celle qui a terminé tout en bas de cette division en 2025, mais qui pourrait commencer à remonter, les Tennessee Titans. Alors, en 2025, ils ont vécu une saison extrêmement compliquée avec un bilan de 3 victoires pour 14 défaites. Et forcément, pour une équipe qui venait de sélectionner Cam Ward avec le premier choix de la draft, l'objectif principal n'était pas forcément de jouer immédiatement les playoffs, mais surtout de commencer à construire quelque chose autour de son jeune quarterback. Et le principal sujet à Tennessee, justement, c'est Cam Ward. Si les Titans veulent enfin sortir du bas de la conférence AFC, il faut déjà que leur quarterback de franchise passe un vrai cap pendant sa deuxième saison. En soi, le joueur de 24 ans a énormément de talent, il possède un bras extrêmement puissant, il est capable d'aller chercher les zones profondes du terrain et il peut également créer lorsque l'action se décompose. Mais pendant sa première saison, son manque de régularité a été évident, notamment dans le jeu court et intermédiaire et dans sa lecture des couvertures homme à homme. Et c'est exactement là-dessus que Tennessee va attendre une vraie progression en 2026. Et autour de lui, les Titans ont justement fait beaucoup plus d'efforts pour lui rendre la vie facile. Le premier changement, il se trouve évidemment sur le banc, avec l'arrivée de Robert Saleh comme head coach et surtout de Brian Daboll pour s'occuper de l'attaque. Alors, Brian Daboll n'a peut-être pas réussi comme head coach chez les Giants, mais il a déjà montré qu'il pouvait participer au développement de quarterbacks comme Josh Allen, Daniel Jones ou encore Jackson Dart. Et pour Cam Ward, travailler avec lui dès sa deuxième saison peut faire énormément de bien. Mais surtout, le point positif pour les Titans, c'est les changements au poste de receveur. Tennessee a fait venir Wendell Robinson en provenance des Giants, un joueur qui sort d'une saison à plus de milliards et qui connaît déjà parfaitement le système de Brian Daboll, et surtout, les Titans ont utilisé leur quatrième choix de la draft pour sélectionner Carnell Tate. Le rookie de 21 ans apporte exactement ce qu'il manquait à cette attaque. Un receveur capable d'attaquer verticalement, de gagner sur des ballons contestés et de devenir progressivement la cible numéro 1 de Cam Ward. Donc offensivement, on commence quand même à avoir une vraie construction autour de Cam Ward. Après, il reste évidemment le cas Calvin Ridley. En 2025, il n'a joué que 7 matchs avec seulement 303 yards, aucun touchdown et a lâché énormément de ballons. Tennessee a choisi de le conserver, mais aujourd'hui, il ressemble beaucoup plus à un joueur de complément qu'à la véritable première cible que l'équipe imaginait lorsqu'elle l'avait signé. Et le deuxième gros chantier, lui, il concerne la défense. En 2025, Tennessee possédait tout simplement l'une des pires défenses de toute la NFL, et là aussi, les Titans ont changé énormément de choses. L'arrivée de Robert Saleh doit évidemment permettre de complètement restructurer cette escouade, et Tennessee a ajouté beaucoup de joueurs autour de Jeffrey Simmons. John Franklin Myers est arrivé à l'intérieur de la ligne, Jermaine Johnson doit apporter davantage de pression sur les côtés, et surtout, les Titans ont utilisé le premier tour de la draft sur Keldrick Folk avant de sélectionner Anthony Hill au deuxième tour. Sur le papier, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Jeffrey Simmons reste évidemment le meilleur joueur de cette défense, lui qui a encore terminé avec 11 sacs en 2025, mais la vraie question, c'est de savoir si tous ces nouveaux joueurs vont réussir à fonctionner immédiatement ensemble. Parce que pour le coup, la secondary a elle aussi énormément changé. Cordell Flott, Alontae Taylor et Joshua Williams sont arrivés pendant l'intersaison et chacun de ces joueurs a déjà montré qu'il pouvait être performant en NFL, mais aucun n'a réellement montré une vraie régularité sur plusieurs saisons. Donc défensivement, je pense que Tennessee va progresser. Par contre, je pense aussi qu'il faudra du temps. Et leur calendrier, même s'il ne sera pas simple, ne va pas forcément les empêcher d'exister. Les Titans auront évidemment 6 matchs contre cette AFC Sud, et comme je ne considère pas cette division comme l'une des plus fortes de la NFL, ils auront plusieurs occasions de gagner des matchs. Mais ils auront aussi des matchs qu'ils devront absolument gagner contre les Jets, les Browns, les Raiders ou encore les Commanders. Après, même avec une équipe que je trouve largement meilleure que celle de 2025, il me paraît encore très difficile d'imaginer Tennessee réellement jouer les playoffs dès cette saison. Au final, je vois bien les Titans terminer avec un bilan autour de 5 à 7 victoires, ce qui constituerait quand même déjà une vraie progression par rapport aux 3 victoires de 2025. On passe maintenant à l'équipe qui a remporté cette division en 2025 et qui va maintenant devoir confirmer les Jacksonville Jaguars. Alors, en 2025, les Jaguars ont terminé avec un bilan de 13 victoires pour 4 défaites. Et forcément, après une saison 2024 complètement ratée,
Personne n'imaginait Jacksonville revenir aussi vite parmi les meilleures équipes de la conférence AFC. Mais l'arrivée de Liam Cohen a totalement transformé cette attaque et la principale raison, elle s'appelle Trevor Lawrence. Parce que pour la première fois depuis son arrivée en NFL, on a réellement eu l'impression de voir pendant plusieurs semaines consécutives le quarterback que tout le monde imaginait lorsqu'il avait été sélectionné avec le premier choix de la draft. Jacksonville a terminé la saison régulière avec 8 victoires consécutives et pendant cette série, Trevor Lawrence a lancé 19 touchdowns pour seulement 5 interceptions avec plus de 250 yards par match en moyenne. Sur l'ensemble de la saison, il a même terminé avec 38 touchdowns au total, soit son meilleur total en carrière. Donc évidemment, la question principale en 2026, c'est de savoir s'il peut continuer exactement sur cette lancée. Si le Trevor Lawrence de la fin de la saison 2025 devient le Trevor Lawrence normal, Jacksonville possède réellement un quarterback capable de faire partie des meilleurs de l'AFC. Et derrière lui, cette attaque possède toujours énormément de talent. Brian Thomas Jr. sort d'une deuxième saison beaucoup plus compliquée que sa saison rookie, où il a réalisé 600 yards de moins qu'en 2024, quand il avait compilé 1282 yards et 10 touchdowns, mais c'est justement peut-être une des raisons principales d'être optimiste. Parce que Jacksonville a gagné 13 matchs sans avoir la meilleure version de Brian Thomas Jr. et s'il revient à son niveau de rookie, cette attaque peut encore progresser. À côté de lui, Parker Washington a terminé la saison 2025 très fort, Jacoby Myers reste un très bon receveur de complément et évidemment, il y a toujours Travis Hunter. En soi, c'est peut-être le joueur le plus difficile à évaluer de tout cet effectif. Après une saison rookie perturbée par une blessure au genou, pendant laquelle il a terminé avec 298 yards à la réception en 7 matchs, tout en jouant également en défense, Jacksonville semble vouloir l'utiliser principalement au poste de cornerback, tout en continuant à lui donner quelques snaps offensifs. Et justement, s'il devient réellement un cornerback numéro 1 tout en étant capable d'apporter quelques actions offensives, c'est un avantage énorme. Après, le principal changement offensif, il se trouve dans le backfield. Travis Etienne est parti chez les Saints, donc beaucoup plus de responsabilités vont revenir à Bayshul Tutton. Le joueur de 23 ans n'avait eu que 83 courses en 2025 contre 260 pour Travis Etienne, mais Jacksonville compte maintenant beaucoup plus sur lui, avec Chris Rodriguez Jr. comme autre possibilité dans le backfield depuis son arrivée en provenance de Washington. Offensivement, je suis plutôt confiant, même s'il y a quand même des doutes raisonnables. Mais le secteur qui m'inquiète davantage, c'est la défense. Parce que Jacksonville a perdu Devin Lloyd pendant l'intersaison. Et ce n'est pas une petite perte. Le nouveau joueur des Panthers sortait d'une saison All-Pro et avait énormément progressé dans le système d'Anthony Campanile, le coordinateur défensif. Pour le remplacer, les Jaguars vont devoir compter sur Ventrell Miller, Branson Combs ou encore le rookie Parker Hughes. Et là, forcément, on perd beaucoup en certitude au centre de la défense. Et pour le pass rush, il reste également assez régulier. Josh Hines-Allen et Trevon Walker possèdent évidemment énormément de talent, mais Jacksonville n'a pas toujours réussi à obtenir une pression constante uniquement avec ses 4 joueurs de devant. En soi, Jacksonville possède une très bonne équipe, mais défensivement, il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Et leur calendrier ne sera pas forcément simple non plus. Les Jaguars devront notamment affronter les Eagles, les Ravens, les Bengals, les Broncos ou encore les Cowboys, en plus évidemment des 6 matchs de division. Ils auront également 2 matchs consécutifs à Londres, d'abord contre Philadelphie puis contre Houston, qu'il faudra négocier. Donc même après 13 victoires en 2025, refaire exactement le même bilan sera extrêmement compliqué. Au final, je vois les Jaguars chuter pas mal et finalement, s'ils terminent avec un bilan entre 7 et 9 victoires, ça sera déjà pas mal. Et normalement, ça devrait être limite pour jouer une place en playoff, mais s'ils conservent leur dynamique de 2025, le bilan pourrait être bien meilleur. On passe maintenant à l'équipe qui a probablement connu l'une des saisons les plus frustrantes de toute la NFL en 2025, les Indianapolis Colts. Alors, en 2025, les Colts ont terminé la saison avec un bilan de 8 victoires pour 9 défaites. Mais ce bilan ne raconte absolument pas toute l'histoire, parce qu'après 10 matchs, Indianapolis était à 8 victoires pour seulement 2 défaites. À ce moment-là, les Colts étaient l'une des plus grosses surprises de toute la NFL et pouvaient clairement imaginer remporter cette division. Le problème, c'est qu'ensuite, ils ont perdu leurs 7 derniers matchs de la saison. Et forcément, le principal tournant, ça a été la blessure de Daniel Jones. Avant de se rompre le tendon d'Achille, Daniel Jones était probablement en train de jouer le meilleur football de sa carrière. Le système de Shane Steichen lui correspondait parfaitement, son jeu au sol apportait énormément à l'attaque et surtout, il permettait aux Colts d'exploiter parfaitement Jonathan Taylor. Donc la première question pour 2026, elle est extrêmement simple. Quel Daniel Jones va revenir? Indianapolis lui a donné un contrat de 2 ans et 88 millions de dollars, donc clairement les Colts ont fait leur choix, mais après une rupture du tendon d'Achille, personne ne peut garantir qu'il retrouvera immédiatement sa mobilité et son explosivité. Et quand on sait à quel point ses qualités sont importantes dans son jeu, c'est forcément une énorme inconnue. Et derrière lui, la situation n'est pas forcément beaucoup plus rassurante. Anthony Richardson a demandé à être tradé, Riley Leonard est lui aussi une possibilité au poste de backup, donc si Daniel Jones se blesse encore ou ne revient pas à son niveau, Indianapolis pourrait rapidement se retrouver avec un problème au poste le plus important du terrain. Alors que pour autant, offensivement, il y a énormément de talent. L'arme numéro 1 des Colts, c'est évidemment Jonathan Taylor. En 2025, le running back de 27 ans a terminé avec 1585 yards à la course et 18 touchdowns, tout en menant la NFL avec 323 courses.
Le problème, c'est justement que l'attaque dépend presque trop de lui. Quand Daniel Jones n'était plus là, les défenses savaient exactement ce qu'Indianapolis voulait faire et pouvaient complètement se concentrer sur Jonathan Taylor. Donc l'objectif en 2026 va aussi être de réduire légèrement sa charge de travail pour éviter que toute l'attaque repose encore une fois sur lui. Et dans le jeu de passe, il y a plusieurs armes intéressantes, que ce soit Alec Pierce, Josh Downs, mais surtout Tyler Warren. Le joueur sélectionné avec le 14e choix de la draft 2025 avait commencé sa saison rookie tellement fort qu'après 10 semaines, il menait le classement des tight ends de NFL en yards à la réception. Donc s'il continue à progresser en deuxième saison, il peut réellement devenir l'une des pièces centrales de cette attaque. Le problème, encore une fois, c'est que les blessures ne concernent pas uniquement le quarterback. DeForest Buckner, à l'intérieur de la ligne défensive, a subi une opération au cou, Sauce Gardner a été gêné par son mollet pendant une grande partie de la saison dernière, et Charvarius Ward, au poste de corner, a même envisagé de prendre sa retraite après ses problèmes de commotion. Et pour moi, c'est exactement ce qui rend Indianapolis tellement difficile à évaluer. Si tout le monde est en bonne santé, cette équipe peut clairement gagner 9 ou 10 matchs, mais aujourd'hui, il y a énormément de joueurs importants pour lesquels on ne sait pas exactement quel niveau ils pourront afficher dès le début de la saison. Et en soi, Indianapolis possède l'un des calendriers les plus abordables de toute la NFL. Si Daniel Jones revient rapidement à un bon niveau, je pense que les Colts peuvent rester compétitifs. Mais personnellement, entre la santé de leur quarterback, celle de plusieurs joueurs défensifs et le manque de profondeur derrière certaines stars, j'ai beaucoup trop d'incertitudes. Au final, je vois les Colts terminer avec un bilan entre 5 et 7 victoires, et ça peut paraître sévère pour une équipe qui était à 8 victoires et 2 défaites l'an dernier, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à me projeter avec cette équipe des Colts en 2026. Et on termine avec l'équipe que je considère comme la plus complète de cette division, les Houston Texans. Alors, en 2025, les Texans ont terminé la saison avec un bilan de 12 victoires pour 5 défaites. Ils n'ont pas remporté la division, mais Houston a quand même atteint le Divisional Round pour la 3e saison consécutive. Et surtout, malgré 12 victoires, cette équipe donnait parfois l'impression de gagner presque uniquement grâce à sa défense. Parce que le principal problème chez les Texans, c'était évidemment l'attaque. Houston a terminé seulement 19e en points et en yards pendant une grande partie de la saison, alors que sa défense était tout simplement la meilleure de NFL dans plusieurs catégories. Et forcément, la première personne qui doit progresser, c'est CJ Stroud. Alors, évidemment, son talent est toujours là. On a vu pendant sa saison rookie qu'il pouvait être extrêmement calme dans la poche, précis et capable de créer des grosses actions, mais sa production a diminué pendant 2 saisons consécutives et sa prestation contre New England en playoff, avec 4 interceptions, a parfaitement résumé ses problèmes de régularité. Après, il faut aussi préciser que la ligne offensive a énormément compliqué son travail. Et justement, Houston a encore une fois décidé de complètement modifier cette ligne pendant l'intersaison. Ed Ingram a été conservé comme garde droit, Iron T. Ersery entre dans sa 2e saison comme tackle gauche et devra mieux protéger le côté aveugle de CJ Stroud, Wyatt Taylor est arrivé au poste de garde gauche, Braden Smith au poste de tackle droit, et surtout, Houston a utilisé son premier choix de draft sur Kaylan Rutledge, capable de jouer garde, mais qui devrait récupérer les snaps au poste de centre. Donc sur le papier, la ligne offensive pourrait quand même s'améliorer. Mais tant que je ne l'aurai pas vu fonctionner sur le terrain, je garderai quand même une petite réserve. Par contre, si cette ligne tient, CJ Stroud va retrouver beaucoup plus de possibilités. Parce qu'autour de lui, les armes offensives sont là. Nico Collins reste le receveur numéro 1 et ses 3 saisons consécutives à plus de 1000 yards à la réception en font une arme dévastatrice. Tank Dell pourrait enfin revenir après sa très grave blessure au genou en fin 2024. Et surtout, Houston a ajouté David Montgomery pour complètement changer son jeu au sol. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Si David Montgomery n'est peut-être pas le running back le plus spectaculaire de la NFL, il perd très rarement des yards et permet de constamment mettre son attaque dans des 2e et 3e tentatives vraiment gérables. Donc pour CJ Stroud, avoir enfin un jeu au sol vraiment crédible peut changer énormément de choses. Mais le point fort de cette équipe, ça reste évidemment sa défense. Et là, pour moi, il n'y a quasiment rien à dire de négatif. Will Anderson Jr. et Daniel Hunter forment probablement le meilleur duo de pass rusher de toute la NFL. Sur les 2 dernières saisons, ils cumulent à eux deux 50 sacs. Derrière eux, Derek Stingley Jr., Kamari Lassiter, Jalen Pitre et Kalen Bullock forment une secondary extrêmement complète. Aziz El-Shahir, le linebacker, reste au centre de la défense, et en plus de ça, Houston a encore ajouté Reed Blankenship au poste de safety et Caden McDonald au 2e tour de la draft pour renforcer l'intérieur de la ligne défensive. Donc une défense qui était déjà probablement la meilleure de la NFL en 2025 pourrait être encore meilleure en 2026. Et c'est exactement pour ça que je mets Houston au sommet de cette division. Même lorsque CJ Stroud ou l'attaque passent à côté de leur match, les Texans peuvent quand même gagner. Alors, le point négatif pour les Texans, ça risque d'être leur calendrier. Houston va devoir affronter Buffalo, Baltimore, Green Bay ou encore Philadelphie, mais le calendrier contient aussi suffisamment de rencontres abordables pour qu'une équipe aussi forte défensivement puisse accumuler les victoires. Au final, je vois les Texans terminer avec un bilan entre 10 et 12 victoires et donc reprendre la première place de l'AFC Sud aux Jaguars.
On passe maintenant à mon pronostic pour cette AFC Sud et contrairement à la NFC Nord, je trouve cette division beaucoup moins homogène. Pour la quatrième place, je vois un duel à 2 entre les Titans et les Colts et pourquoi pas même à 3 si les Jaguars commencent mal leur saison. Mais au final, je pense que je vais mettre les Colts, mais pas forcément parce qu'Indianapolis possède le pire effectif de cette division. Sur le papier, ils ont même probablement davantage de talent que Tennessee. Mais il y a énormément d'incertitudes autour de Daniel Jones, plusieurs joueurs importants reviennent de blessures et je trouve cette équipe extrêmement dépendante de Jonathan Taylor offensivement. Donc si tout se passe parfaitement, Indianapolis peut clairement me faire mentir, mais si Daniel Jones n'est pas immédiatement à son niveau de 2025, je pense que la saison peut très rapidement devenir très compliquée. Ensuite, à la troisième place, je vais mettre les Titans. Alors, je pense réellement qu'ils peuvent être l'une des équipes qui progressent le plus en nombre de victoires en 2026. Cam Ward peut franchir un vrai cap avec Brian Daboll, Wandale Robinson et Carnell Tate apportent enfin des armes intéressantes dans le jeu à la passe, et surtout, Robert Saleh devrait permettre à cette défense de progresser énormément. Après, je pense qu'il manque encore une saison à cette équipe avant de pouvoir réellement regarder Houston dans les yeux. Mais pour moi, il va y avoir une vraie amélioration par rapport aux 3 victoires de 2025. On arrive à la deuxième place et je vais donc partir sur les Jaguars. En soi, Jacksonville possède énormément de talent. Trevor Lawrence vient probablement de réaliser la meilleure saison de sa carrière, Liam Cohen a complètement relancé cette attaque, Brian Thomas Jr. peut rebondir, Travis Hunter peut devenir une énorme arme défensive et l'équipe sort quand même d'une saison à 13 victoires. Mais tant que je n'aurai pas vu comment cette défense fonctionne sans David Lloyd et comment le front seven parvient à produire une pression régulière, j'aurai du mal à les mettre devant Houston. Et donc forcément, tu l'as compris, à la première place, je vais mettre les Texans. Malgré les interrogations sur la ligne offensive et sur CJ Stroud, c'est selon moi l'équipe qui possède le moins de faiblesses dans cette division. Ils ont quand même un bon quarterback qui peut largement retrouver son meilleur niveau, ils ont renforcé leur ligne offensive, ils ont ajouté David Montgomery pour aider le jeu au sol, et surtout, ils possèdent probablement la meilleure défense de toute la NFL. Et donc du coup, mon classement, c'est le suivant. À la première place, les Texans, à la deuxième, les Jaguars, à la troisième, les Titans, et à la quatrième, les Colts. Et enfin, si je devais classer l'AFC Sud parmi les 8 divisions de la NFL, je pense que je la mettrais à la 7e place. Et alors, ça peut paraître assez bas pour une division qui possédait 2 équipes à au moins 12 victoires la saison dernière, mais la raison est assez simple. Pour moi, Houston est une très bonne équipe, mais derrière, j'ai vraiment l'impression que la hiérarchie va être remise en question et que seule la franchise texane va se qualifier en playoff en 2026. Voilà, c'est donc tout pour la preview de l'AFC Sud, et on se retrouve dans la semaine pour parler de la division NFC Sud, et on va voir que même si le niveau des équipes dans cette division est plutôt faible, la compétition pour le titre de la division sera peut-être la plus intéressante à suivre en 2026. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, tu peux regarder la preview de la NFC Nord que j'ai fait dans la semaine, je te la mets dans la description. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. N'oublie pas non plus d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul football et qu'il se joue avec les mains. Salut!